Tradition à l'Élysée, le président de la République recommande pour des élections dignes la tolérance, la vérité et le respect. Un vieux monsieur a dit non à Carter. Le numéro 1 indien refuse le contrôle américain du nucléaire national. Patrick Clément en Asie, les Vietnamiens seraient en train d'encercler Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Bonsoir. Coup d'envoi donc aujourd'hui d'une semaine politique particulièrement chargée avec la traditionnelle présentation des vœux au président de la République. Répondant à tous ces vœux, dans toutes ses interventions pendant la journée, le président de la République est revenu sur les 3 principes qu'il souhaite voir respectés pendant la prochaine bataille politique des législatives, à savoir l'esprit de tolérance, la recherche de la vérité et le respect des personnes. Après le gouvernement, premier reçu ce matin au Palais de l'Élysée, ce fut ensuite un très long cortège de personnalités et de fonctionnaires. Jugez vous-même, 11 heures les corps constitués, 12 heures les militaires, puis le Conseil constitutionnel, 13 heures déjeuner avec M. Faure et M. Poher, enfin le bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, le Conseil municipal de Paris, les autorités religieuses, et puis il y a moins d'une heure, le corps diplomatique. Rude journée donc, pour la garde républicaine aussi d'ailleurs, chaque arrivée étant ponctuée de quelques notes de musique. M. Giscard d'Estaing a reçu en premier les vœux du gouvernement. 2 souhaits formulés par Raymond Barre, que le chef de l'État soit entendu lorsqu'il dira aux Français quel est le bon choix pour la France. Le gouvernement, a-t-il ajouté, ne ménagera pas ses efforts pour vous aider. 2e souhait, que le président continue demain comme hier à maintenir les institutions et garantir les libertés, alors que la France entre dans une année décisive, a précisé le Premier ministre. Dans sa réponse, M. Giscard d'Estaing a fixé au gouvernement 2 tâches, continuer à gérer les intérêts de la France sans concéder aux sollicitations électorales et entreprendre une vaste action d'explication auprès des Français. Devant les corps constitués, c'est-à-dire les personnalités chargées de hautes fonctions dans l'administration ou la justice, le président de la République a souhaité que l'administration soit claire et simple. La bureaucratie n'est pas un mal nécessaire, a-t-il précisé. Et avant de présenter ses vœux aux personnalités présentes, ici M. Ulrich, le nouveau PDG d'Antenne 2, le président de la République a fixé 2 tâches prioritaires aux fonctionnaires, à l'extérieur et à l'intérieur de notre pays. Une France forte à l'extérieur, occupant sa place dans le monde nouveau qui se forme sous nos yeux. À l'intérieur, une démocratie solide et vivante, assurant à chacun ses chances personnelles d'épanouissement. Tels sont les vœux que je forme pour notre pays et pour chacun de ses habitants en ce début d'une grave année. Ensuite, le président de la République a reçu les vœux du maire de Paris, Jacques Chirac. Ceux d'Edgar Faure, le président de l'Assemblée a souhaité que le plus grand nombre accompagne M. Giscard d'Estaing jusqu'à la fin de son septennat et même au-delà. Les vœux de M. Poher, le président du Sénat, puis ceux du cardinal Marty, archevêque de Paris. Enfin, ce soir, répondant aux vœux du corps diplomatique, M. Giscard d'Estaing a dit que 1978 devait être une année d'effort pour la paix dans le monde et surtout au Proche-Orient, effort pour le désarmement et une meilleure organisation des relations économiques internationales. À toutes ces tâches, nous souhaitons que l'Europe apporte sa contribution. Cette Europe au sein de laquelle nous avons noué avec nos 8 partenaires des liens étroits et confiants et dont nous souhaitons qu'elle puisse être marquée en 1978, malgré les difficultés qui subsistent encore, par l'élection au suffrage universel de l'Assemblée parlementaire européenne. C'est à cette action internationale que la France, pays que vous connaissez bien maintenant, indépendante dans ses décisions, solidaire dans ses engagements, soucieuse d'assurer sa sécurité elle-même, mais ouverte à la détente et à la recherche de la paix, consciente de l'effort de solidarité internationale. C'est donc à cette action que la France continuera d'apporter son concours en 1978.
La France, a dit encore le président de la République, ne poursuit aucune des visées égoïstes que certains qualifient d'impérialisme et de néocolonialisme. M. Valéry Giscard d'Estaing souhaite que les conflits entre Africains notamment se règlent pacifiquement, mais a-t-il ajouté, la France n'abandonnera pas les faibles dans l'exercice de leurs droits légitimes à l'indépendance et à la sécurité. La France ne menace personne et n'a jamais songé à menacer quiconque. Un passage du discours présidentiel remarqué dans le contexte du problème sahraoui. Ces premiers jours de janvier 78 marquent aussi la date officielle de l'entrée en fonction des nouveaux présidents de radio et de télévision. Pour Antenne 2, en présence des principaux directeurs de la société, le président directeur général, M. Marcel Julien, a remis ses pouvoirs à M. Maurice Ulrich, son remplaçant à la tête d'Antenne 2. Une petite cérémonie très simple. M. Ulrich a rendu hommage aux réalisations de Marcel Julien en lui disant « Votre message a été compris ». M. Maurice Ulrich, vous êtes donc depuis ce matin le nouveau président directeur général d'Antenne 2. Je voudrais rappeler tout d'abord que pour prendre la direction d'Antenne 2, vous venez de quitter le ministère des Affaires étrangères, où vous étiez en fonction depuis 1974 en tant que directeur de cabinet du ministre. Vous êtes donc un diplomate de carrière, ayant eu à traiter d'ailleurs des dossiers particuliers, comme par exemple la libération des Français par le Polisario. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants et vous avez 53 ans. Monsieur le Président, quelles sont les grandes orientations que vous allez donner à Antenne 2? Monsieur Marcel Julien m'a transmis ce matin ses pouvoirs après avoir exprimé au nom d'Antenne 2 ses vœux aux téléspectateurs. Il m'a semblé que ma première démarche était de me présenter aux téléspectateurs, et vous venez de m'y aider, et de m'associer aux vœux de mon prédécesseur. Je souhaite donc pour tous les téléspectateurs que l'année 1978 soit heureuse. Je souhaite, et mes collaborateurs et moi-même y travailleront, que la télévision apporte à son public, à tous ses publics, les satisfactions qu'ils sont en droit d'espérer d'elle. Vous m'avez demandé quelles seraient mes orientations d'action. Je vous répondrai tout d'abord qu'Antenne 2 est une société vivante et que le nouveau président n'arrive pas devant une situation vide. Il existe déjà des programmes conçus, élaborés, réalisés pour les semaines et les mois qui viennent. Je vais profiter de ce délai pour préparer l'avenir. Mais dès maintenant, je puis vous dire que ce qui a fait la personnalité d'Antenne 2, c'est-à-dire sa volonté de création, son esprit de libéralisme et un très grand souci de la qualité, sera maintenu et développé. Est-ce que vous avez déjà des projets concrets pour l'antenne? J'entends des projets d'émission comme le sport, comme développer le sport ou l'information. Vous me demandez au fond si je vais privilégier certaines émissions. Je crois que ce terme de privilégier des émissions n'est pas très correct que dans une société comme la nôtre, en raison du cahier des charges, de sa vocation générale et de la diversité des publics auxquels elle s'adresse. Je crois par contre que nous agirons, je dis le conseil d'administration, moi-même et l'ensemble des responsables, nous agirons pour développer 3 catégories d'émissions, mis à part les émissions de divertissement de fin de semaine. Tout d'abord, la fiction française, c'est-à-dire les dramatiques et les séries de qualité fabriquées à notre initiative et qui ont pour objet de divertir. Ensuite, les programmes d'information, c'est-à-dire le compte-rendu de l'actualité politique, sociale et sportive. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour insister dans ce domaine, et les débats qui permettent d'approfondir ces questions. Enfin, les documentaires qui devraient nous amener à mieux comprendre les problèmes actuels de notre société, et plus généralement les émissions culturelles, théâtre, littérature, arts plastiques, musique, questions scientifiques, afin de répondre à notre mission d'enrichissement et de culture.
Une question un peu plus personnelle, Monsieur le Président. Est-ce que cela fait quelque chose de passer de l'ombre à la lumière, de devenir président d'une société de télévision? Cela m'amène d'abord à être devant vous et devant des millions de téléspectateurs, et donc cela fait quelque chose, effectivement. Merci, Monsieur le Président. À mi-chemin entre la politique et les problèmes sociaux, nouveau signe de malaise au sein de la gauche et au sein de la CGT en particulier. L'une des personnalités les plus connues de la centrale ouvrière, M. Pastre, démissionne. Il explique aujourd'hui, dans une lettre qu'il a rendue publique, qu'il n'est plus d'accord avec la direction de la CGT à propos de la crise au sein de la gauche. M. Aimé Pastre, membre de la Fédération des fonctionnaires CGT, demande le droit à la différence, le droit à la discussion à l'intérieur de son syndicat. J'ai démissionné pour, j'espère, créer une réaction, une sorte de choc. Et qu'il y ait là une prise de pensée, que mes camarades de la CGT, eux-mêmes, je pense d'abord à cela naturellement, puissent comprendre qu'il est nécessaire que la discussion s'élargisse, s'approfondisse, et que ceux qui pensent comme moi puissent se manifester mieux qu'ils n'ont pu le faire jusqu'à présent. En ce qui concerne les échéances donc électorales, je ne pense pas que ce soit aux organisations syndicales, quelles qu'elles soient, de se substituer aux partis politiques. Il s'agit, en ce qui concerne les organisations syndicales, de revendiquer le droit à l'expression totale. Il faut que dans les organisations syndicales, et à la CGT comme partout ailleurs, on puisse s'exprimer, mais non pas en termes d'idéologie politique. Vous êtes également membre du mouvement des radicaux de gauche. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet dans votre décision? Pas du tout. Mais là, vous interrogez le militant syndicaliste. Ce n'est pas le représentant ou le membre d'un parti politique. Comme aujourd'hui, vous ne trouverez pas demain le quotidien économique Les Échos dans les kiosques. La rédaction a voté la poursuite de la grève pour protester contre l'éventuel licenciement du secrétaire général des Échos. La disparition de Français dans les pays étrangers. En Argentine, on n'a toujours aucune nouvelle des 2 religieuses enlevées à Buenos Aires les 8 et 10 décembre dernier. Aucune trace des sœurs Léonie et Alice, malgré certaines confidences du gouvernement argentin qui évoquent une libération prochaine des 2 religieuses. Et puis le ministère des Affaires étrangères a fait le point aujourd'hui à propos de la disparition, il y a 2 ans, des 5 jeunes Français dans le sud du Maroc. Le Quai d'Orsay explique qu'il maintient le contact avec les familles, mais que la plupart des informations recueillies depuis 2 ans sont incertaines et souvent contradictoires. Les autorités françaises continuent de demander la contribution à tous ceux qui pourraient faire la lumière sur cette douloureuse affaire. Difficile de trouver un terme exact pour qualifier la situation actuelle à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Ce sont plus que des incidents, plus que des accrochages, de véritables affrontements militaires, mais peut-être pas encore une vraie guerre. Une chose est certaine tout de même, la crise entre les 2 pays est très grave. Il n'y a plus aucune relation diplomatique entre Phnom Penh et Hanoï. D'ailleurs, l'ambassadeur du Cambodge au Vietnam a dû quitter Hanoï aujourd'hui. En fait, la plupart de ces informations, nous les recevons par la Thaïlande, où il est possible de capter la radio du Cambodge. La Thaïlande, d'où Patrick Clément, notre envoyé spécial, vient de nous appeler. Si Hanoï en donnait l'ordre, les troupes vietnamiennes seraient à Phnom Penh en moins de 2 heures. Les combats ne se produisent plus aux frontières des 2 pays, mais à 60-70 km autour de la capitale cambodgienne. Le danger est donc aux portes de Phnom Penh, et ce, à cause de la chute de 2 points stratégiques que les Vietnamiens contrôlent maintenant. Donc, depuis quelques jours, Phnom Penh est encerclé par 80 000 Vietnamiens. Le Mékong est coupé, et les Khmers rouges n'ont plus d'autre possibilité que l'aéroport de leur capitale. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait Long Nol il y a presque 3 ans. À l'époque, les Khmers rouges encerclaient Phnom Penh, mais aujourd'hui, les Khmers rouges sont encerclés par les Vietnamiens. Toute la question est de savoir si Hanoï peut se permettre d'attaquer une capitale dont le meilleur ami est Pékin. Les Vietnamiens n'oseront peut-être pas, mais resteront à coup sûr sur leur position, car 30 ans de leur histoire nous ont montré qu'ils ne reculaient jamais. Le président Carter n'est pas content. Le président Carter est en Inde en ce moment, vous le savez, et un vieux monsieur de 82 ans, le Premier ministre, M. Desai, lui a dit non. Non, nous n'acceptons pas les conditions exigées par les États-Unis pour la livraison du combustible nucléaire. M. Desai est intraitable, a même précisé le président américain. Et rien n'y a fait, même pas un discours très élogieux de Jimmy Carter devant le Parlement indien, applaudissant au retour de la démocratie en Inde et comparant même la chute de Mme Gandhi à la démission de Richard Nixon. Non, rien n'y a fait. Le Premier ministre indien ne veut pas céder, et on a appris tout cela aujourd'hui par un hasard assez extraordinaire.
C'est en effet à cause d'un micro ouvert par inadvertance que l'on connaît aujourd'hui le différend qui existe entre le président Carter et le Premier ministre indien Morarji Desai. Jimmy Carter, se croyant seul avec son secrétaire d'État Cyrus Vance, révèle que le Premier ministre indien s'est montré inflexible sur le problème de l'énergie nucléaire et qu'il allait falloir lui envoyer une lettre froide et très sèche. Immédiatement, la nouvelle se répand parmi les journalistes et l'escale de New Delhi devient le point noir de la tournée Carter. En fait, les États-Unis comptent livrer de l'uranium enrichi pour la centrale de Tarapur, mais ils voudraient auparavant que l'Inde signe le traité de non-prolifération des armements nucléaires. Réponse de New Delhi, lorsque les grandes puissances l'auront signé elles-mêmes, nous en ferons autant, mais pas avant. Du coup, un vent froid est passé sur les relations entre les États-Unis et l'Inde, et les paroles de Jimmy Carter glorifiant la démocratie indienne n'ont pas tout à fait dissipé le malaise créé par cet incident. En fait, ce n'est pas la première fois que les États-Unis se fâchent avec l'Inde à propos de l'énergie nucléaire. En 1974 déjà, au moment où l'Inde est devenue la 6e puissance nucléaire mondiale, les Américains avaient décidé de ne plus livrer de combustible nucléaire aux Indiens. L'Inde, qui, par parenthèse, comme la France, n'a jamais signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et pour cause, depuis plus de 30 ans déjà, les Indiens s'intéressent de très près à tout ce qui touche à l'atome. Cet homme est un ingénieur atomiste indien. Avec ses collègues, il étudie les propriétés de l'atome, pacifique ou militaire, dans 7 centres nucléaires disséminés à travers le pays. Ces centres ont été construits avec l'aide des États-Unis, du Canada, mais aussi de la France, de l'Union soviétique et plus récemment de l'Allemagne. Les Indiens ont toujours refusé l'ouverture de tous leurs centres atomiques aux observateurs étrangers, et en particulier aux inspecteurs de l'Organisation mondiale antiprolifération, l'agence de Vienne. Sur 7 installations nucléaires qu'il y a en Inde aujourd'hui, je crois que nous avons le droit de contrôler 3 des installations, ce qui fait que, en fait, il y a un cycle indépendant du combustible en Inde que nous ne sommes pas censés connaître. Tant que nous n'avons pas les 7 installations sous contrôle, nous ne pouvons pas dire que nous contrôlons la situation. De ces centres secrets sont sortis un jour 10 kilos de plutonium. Ce fut la première bombe atomique indienne. Elle explosa le 18 mai 1974 dans le désert du Rajasthan. Depuis, les Indiens promettent de ne plus utiliser ce plutonium pour faire des bombes atomiques. Seule l'énergie nucléaire nous intéresse, a encore dit M. Desai il y a quelques jours, mais il n'a pas apparemment ouvert tous ces centres aux Américains. D'où le désaccord. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'hier, le Shah d'Iran, qu'on dit volontiers belliqueux, lui a dit d'accord aux Américains sur toutes les livraisons de matériel nucléaire ou de combustible. Et l'Iran, pourtant, a du pétrole, il pourrait attendre un peu, une meilleure situation, ou trouver un autre fournisseur. Alors que l'Inde, ce pays, la première démocratie du monde, a encore rappelé le président Carter, qui a désespérément besoin d'énergie pour survivre, qui n'a pas de pétrole, qui a tout misé sur le nucléaire, refuse le contrôle. Comment voulez-vous que le président des États-Unis, le champion de la non-prolifération, fasse confiance aux Indiens? Et la France dans tout ça, vous me direz. Oui. Eh bien la France, nous verrons dans quelques jours si le surrégénérateur français plaît ou non à Jimmy Carter. Mercredi. Merci Georges Leclerc. L'énergie nucléaire, ce sera d'ailleurs le grand thème de notre magazine Question de temps, mercredi prochain à 20h30 sur Antenne 2, avec comme question le nucléaire, quelles alternatives? C'est-à-dire quelles énergies peuvent remplacer dans quelques années l'énergie extraite de l'atome. Exemple, la bioénergie. Ce qui se passe au Brésil est assez extraordinaire. L'alcool tiré de la canne à sucre permet, par exemple, de faire fonctionner, de faire rouler les automobiles. Du gaz aussi que l'on extrait des plantes. Et puis il y a également l'énergie solaire. Bernard Rapp et Christian Hiroux ont visité aux États-Unis le plus grand bâtiment solaire du monde. C'est assez étonnant. Shenandoah, à une quarantaine de kilomètres d'Atlanta, c'est un peu ce que nous appellerions en France une ville nouvelle. Une société d'aménagement privé, nous sommes en Amérique, tente de créer ici un pôle d'attraction extérieur à la capitale de la Géorgie. Mais la comparaison s'arrête là. D'abord, Shenandoah ressemble assez peu aux villes nouvelles telles que nous les connaissons. On a choisi ici comme argument de vente la nature et l'écologie. Et puis, argument décisif, d'ici 1983, on aura installé à Shenandoah le tout solaire, c'est-à-dire qu'à peu près tous les bâtiments, y compris une usine textile de 2500 mètres carrés, seront alimentés par l'énergie solaire.
En attendant cette échéance, Shenandoah possède déjà le plus grand bâtiment solaire du monde, un centre de loisirs de 5000 mètres carrés à l'architecture révolutionnaire. Un bâtiment qui a coûté très cher, mais qui, semble-t-il, en valait la peine. Nous avons commencé par étudier ce que nous pouvions faire par nos propres moyens. Mais pour un groupe privé, il était impossible d'investir seul dans la construction d'un tel bâtiment. Nous avions presque renoncé à ce projet lorsque le gouvernement fédéral a annoncé un programme de développement de l'énergie solaire. Nous avons alors obtenu un prêt. Et la construction de ce centre a coûté 750 000 $. Mais nous économisons du même coup, chaque année, 77 000 $ de fioul. Nous devrions ainsi rembourser le gouvernement en moins de 10 ans. C'est cette machinerie reliée aux panneaux solaires du toit qui chauffe l'hiver et refroidit l'été l'ensemble du bâtiment. On pratique dans ce centre de loisirs les activités habituelles. On y trouve un gymnase, un théâtre, diverses salles de jeux, une cafétéria et des salles de séminaire. Et pour couronner le tout, on y trouve aussi une patinoire qui l'hiver réclame un effort supplémentaire au système de chauffage pour compenser le froid qui se dégage de la piste. Il s'agit là d'un calimite. Il faut dire que l'équipement solaire de ce bâtiment autorise de telles fantaisies. 63 panneaux disposés sur 3000 mètres carrés. Un bâtiment étonnant tant par ses dimensions que par son architecture, même si elle choque parfois un peu les visiteurs. Moi, ce bâtiment me plaît. J'espère voir plus d'architecture dans ce genre dans le futur. Je trouve qu'il représente un alliage assez très plaisant entre la technologie et un désir de conservation d'énergie. La plupart des gens ont un certain choc. Peut-être une certaine peur en face de toute cette technologie. Malgré tout, une fois que ce premier pas est franchi, les gens sont satisfaits. Enfin, ils se trouvent à l'aise et ils sont chez eux. Alors, peut-on imaginer une telle construction en France? Pourquoi pas? Le climat de la Géorgie n'est pas très différent de celui qu'on trouve dans la région de Nice. Football, l'affaire du Paris Saint-Germain, qui va peut-être d'ailleurs devenir l'affaire Daniel Echter. Nous allons en parler avec l'intéressé, qui est ici près de nous. Vous savez que certaines accusations graves pèsent contre des responsables du club parisien, des faux billets, une caisse noire. Bref, pour mieux comprendre, Gilles Cauzanet nous rappelle les faits. Et uniquement les faits d'ailleurs. À l'origine de l'affaire du Paris Saint-Germain, il y a une enquête menée par une commission de la Fédération française de football. Elle découvre en particulier que pour chacun des 3 premiers matchs de la saison, l'imprimeur avait bien livré officiellement 52 800 billets, mais que 9 000 autres avaient été remis directement au directeur administratif du club, à l'insu du groupement des clubs professionnels. À partir de là, tout se brouille. Alain Rosen, le secrétaire général du Paris Saint-Germain, licencié par Daniel Echter, confirme l'accusation de double billetterie et de constitution d'une caisse noire. Dans la foulée, Christian Chavanon, le patron de RTL, sponsor du Paris Saint-Germain, demande la démission de Daniel Echter. RTL est en effet associé à la gestion du club. On parle de la fusion du Paris Saint-Germain et du Paris Football Club sous la bannière du Racing. Mais tout le monde n'oublie qu'une chose, Daniel Echter lui-même. Il n'est pas à Paris pendant que les passions se déchaînent, et il se tait, jusqu'à aujourd'hui. La commission d'enquête, elle déposera ses conclusions vers le 15 janvier. Daniel Echter, merci d'être sur notre plateau ce soir. Alors, est-ce que vous avez imprimé des faux billets? Écoutez, à ce sujet, je répondrai, le public doit être informé, doit savoir, et je vous donne ma parole que dès demain matin, tout le monde saura tout. Mais la vraie vérité, pas celle que l'on veut raconter. Je ne serai pas le bouc émissaire dans cette histoire, et j'ai pas mal de choses à dire, je le dirai demain matin, c'est évident. J'ai été noirci, sali d'une manière scandaleuse, mais maintenant il faut qu'on sache tout.
Daniel Echter, vous avez gardé le silence alors que les accusations pleuvaient sur votre tête. Pourquoi ce silence et pourquoi décidez-vous aujourd'hui de contre-attaquer? Bon, d'abord parce que j'avais prévu ce voyage. Je ne voyais pas l'utilité d'entrer et de faire une polémique avec mes détracteurs, avec tous ceux qui veulent détruire ce que j'ai construit à la force du poignet en 4 ans, en imitant Médonier, et c'était pas utile. Je suis entré à Paris samedi matin, et samedi matin j'étais un homme seul. La première chose que j'ai eue, et je veux le signaler aujourd'hui, je le dis pour la première fois, samedi avant d'aller au stade, au Parc des Princes, j'ai reçu un coup de téléphone de l'ancien secrétaire administratif du Paris Saint-Germain, en la personne de Philippe Lacourte-Blaise. Et celui qui m'a donné le courage de me battre et la volonté de me battre, c'est lui. Parce que je tiens à signaler le courage de ce garçon qui, spontanément, alors qu'il avait à répondre à une enquête fédérale, a pris des risques comme peu d'hommes le prennent. Et c'est lui qui m'a dit, pendant que vous avez été absent, qu'on vous a frappé dans le dos, que tout le monde vous a traîné dans la boue, j'ai trouvé ça scandaleux. Et il a pris une position que je ferai savoir demain matin. En tout cas, il est heureux de savoir dans la vie qu'il existe des hommes comme celui-là. Et j'en suis pas très très ému en parlant. Et en allant voir mes joueurs samedi au match de Saint-Ouen, quand je suis entré sur le terrain avec eux, d'abord je suis entré sous les applaudissements. Et je suis sorti des vestiaires également sous les applaudissements. Et la Vox Populi, on ne la trompe pas. On ne trompe pas le public. Daniel Echter, vous dites, je suis revenu découragé, Lacourte-Blaise m'a remonté le moral. Et vous avez pensé démissionner à un moment? J'ai jamais pensé démissionner, seulement attaquer de toutes parts comme je l'ai été, après avoir fait ce que j'ai fait pour le football à Paris, c'est-à-dire aujourd'hui il y a un club qui existe, le Paris Saint-Germain, et ce Parc des Princes, on a dépensé des milliards. Qui est-ce qui le remplirait, le rentabiliserait, ce Parc des Princes? Vous parlez de déclarations fracassantes pour demain matin. Il va s'agir de billets, de caisses noires, de... Demain matin, je peux vous dire que vous saurez le fond de l'histoire, une première partie, parce que j'ai à m'expliquer. Il était normal que le public sache. J'avais décidé de le dire à un moment précis, au moment où je le déciderai. J'ai décidé que ce sera demain matin, et je peux vous dire que le public, tout le monde sera informé de cette affaire. Et en ce qui me concerne, je me sens extrêmement serein, tranquille. Je n'ai rien à me reprocher, si ce n'est que d'avoir créé le football à Paris. Merci Daniel Echter. Noël Mamère, je pense que pendant ce journal, il y a eu un télégramme qui est tombé. Oui, le grand cinéaste soviétique Serge Paradianov, qui était emprisonné depuis 5 ans, vient d'être libéré, annonce ce soir le correspondant de l'Humanité à Moscou. Serge Paradianov était l'auteur des Chevaux de Feu, notamment. Bien, merci. 2 mots de la météo avant de se quitter. Demain, le temps sera très nuageux sur l'ensemble de la France. Il pleuvra par intermittence. Des chutes de neige pourront se produire sur le massif central. Vous retrouverez Bernard Rapp à 22h40 pour la dernière édition du journal. Celui-ci est terminé. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2. Très belle soirée sur Antenne 2. Voilà, bis.